Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Je suis prêt à parier que si je lançais un sondage demandant combien d'entre vous jouent aux jeux vidéo, le résultat serait très proche du 100%. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges de le monde vidéoludique. Et ce dernier n'échappe pas aux fameuses légendes urbaines, qui peuvent être parfois marrantes, parfois flippantes, ou même carrément angoissantes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le top 10 des légendes urbaines sur les jeux vidéo. En 1989, la Russie faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui abrite également Karvina, un petit studio de développement de jeux vidéo. Derrière Kill Switch, l'une de leurs créations, qui était éditée à un petit peu plus de 5000 exemplaires, se cache une histoire bien mystérieuse. Dans ce jeu, vous choisissez d'incarner soit Porto, une jeune femme, ou Gast, une entité invisible capable de prendre possession d'un corps humain. La particularité de ce jeu est qu'il se veut être une expérience à usage unique et qu'il s'auto-effacerait une fois celui-ci terminé. Avec un concept pareil, on pourrait penser qu'il serait impossible de retrouver une copie, et pourtant, en 2005, le japonais Yamamoto Ryuichi en gagne une aux enchères. La copie est neuve est toujours sous blister, et il s'acquitte tout de même de la modique somme de 733 000 $ avant de le reprendre chez lui, la déballer et filmer les premiers instants de jeu. Certains disent qu'il existe une vidéo d'1 minute 45 où l'on peut apercevoir Yamamoto en pleurs devant l'écran, mais je n'en ai trouvé aucune trace. Ce qui n'est étonnant qu'à moitié, je rappelle que c'est une légende. Qui ne connaît pas Lara Croft, l'héroïne de la série Tomb Raider, qui est sans doute l'un des personnages les plus sexy du monde du jeu vidéo. Tout a commencé il y a 20 ans. Le premier Tomb Raider fait sa sortie sur la PlayStation 1, la Sega Saturn et sur PC. La puissance des machines de l'époque ne permettait pas des affichages aussi détaillés que les générations actuelles, et c'est peu de dire que les généreuses formes de notre chère Lara sont légèrement cubiques, voire très pointues. Ce qui n'a pas du tout empêché le jeune public masculin de faire parcourir le bruit qu'il existerait un code de triche permettant de déshabiller la jeune femme. Beaucoup se sont vantés de posséder ce fameux code qui leur aurait permis d'observer l'aventurière dans le plus simple appareil et sous toutes les coutures. Ce qui faisait bien sûr rager les copains qui eux aussi voulaient obtenir le Saint Graal. Cette histoire de code est bien sûr complètement fausse, le seul moyen étant d'appliquer un patch non officiel modifiant les textures du personnage. Madden NFL est une très longue série de jeux de football américain débutée en 1988. Le terme Madden fait référence à John Madden, un ancien entraîneur et commentateur sportif qui a fait office de consultant lors des développements des différents volets de la série. Il apparaissait d'ailleurs systématiquement sur les jaquettes de jeu jusqu'en 2000, où pour la première fois il fut remplacé par un joueur vedette, et de là a commencé des phénomènes étranges. D'année en année, chaque joueur qui apparaissait sur la jaquette était victime d'accidents, de scandales people, de blessures ou de faibles performances sportives dans les semaines ou les mois qui suivaient la sortie du jeu. Sur le net, les débats font rage, alors coïncidence ou réelle malédiction? Moi qui ne suis pas vraiment superstitieux, je n'y crois pas trop, mais c'est à vous de juger. Et pour ce numéro 7, ce n'est pas d'un jeu vidéo qu'on va parler, mais d'une console, et pas n'importe laquelle, c'est de la très populaire PlayStation 2 qu'il est question. En 2000, le FBI découvre que des milliers de ces consoles ont été importées en Irak, qui n'était pas du tout en excellent terme avec les États-Unis. On aurait pu penser que les PlayStation 2 allaient être distribuées au sein de la population irakienne, mais ce n'était pas vraiment le but recherché selon le FBI. Le chef d'État irakien de l'époque, Saddam Hussein, voyait plutôt dans ces consoles un excellent moyen de détourner leurs puces électroniques et d'en faire un super ordinateur de guidage de drones, de missiles à longue portée ou encore d'armes nucléaires. Peu de temps après, le ministère japonais du commerce extérieur a mis en place certaines restrictions pour l'exportation de matériels électroniques dont l'utilisation pouvait être détournée. De par son esthétique et son scénario bien ficelé, Final Fantasy VII a occupé de nombreuses heures des millions de joueurs partout dans le monde. Les personnages sont attachants, parfois même beaucoup, et qui n'a pas eu un petit passement au cœur lors de la mort d'Aerys, et ajoutez à cela le côté visuel avec la matéria blanche qui rebondit doucement jusqu'à tomber dans l'eau et la musique triste. Vous avez alors tous les éléments pour verser une petite larme. Et c'est sans doute à cause de cet ensemble pas très joyeux qu'a commencé à circuler des rumeurs comme quoi il était possible
possible de ressusciter Aeris ou encore éviter sa mort en utilisant certaines méthodes, comme par exemple posséder 12 statuettes de soldats Shinra à l'échelle E35e, et ensuite parler à l'homme qui vous fait monter en ascenseur à Junon. Il vous confiera alors la Materia Résurrection qui ramènera Aeris à la vie. Ce qui n'est pas vrai bien sûr, la mort d'Aeris est inévitable pour le scénario du jeu et la solution miracle n'existe pas. Dans un registre plus réel et plus macabre, le jeu Berserk a de quoi faire frissonner. Sorti en 1980 sur borne d'arcade, le jeu a son petit succès. Son gameplay est innovant et sa réalisation est soignée pour l'époque. Quelques mois après sa sortie, Jeff Delay, 19 ans, entame une partie et atteindra le score apparemment très bon de 16 660 points. Et je ne sais pas si c'est l'émotion, mais le jeune homme décédera aussitôt d'une crise cardiaque. L'année suivante, c'est au tour de Peter Burkowski, 18 ans, qui décédera lui aussi d'une crise cardiaque alors qu'il venait de battre à 2 reprises le record de la borne d'arcade. Et malgré le fait que le développeur du jeu se soit défendu en clamant qu'il n'y avait aucun rapport entre le jeu et le malheureux événement, il faut néanmoins retenir que ce sont les 2 premières morts officielles de personnes en train de jouer aux jeux vidéo. Nous sommes en 1996 ou 96 au Japon. Les premiers jeux de la licence Pokémon voient le jour, Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Des versions exclusives au pays du soleil levant. Le succès est immédiat et puis assez rapidement on entend de plus en plus d'histoires de jeunes enfants et adolescents en possession du jeu qui se seraient suicidés de manière violente. Certains se sont jetés par la fenêtre tandis que d'autres se sont pendus et j'en passe. L'origine serait l'une des musiques du jeu, le thème de l'avant-ville et qui produirait des sons très aigus et des pulsations à basse fréquence, mais différemment perçues par chaque oreille, ce qui pourrait avoir de l'influence sur le comportement humain. Ceci n'est évidemment pas à prendre au premier degré, l'origine de cette légende est un creepypasta écrit en 2010, je vous ai collé le lien dans la description. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la musique en question a été légèrement modifiée lorsque ces jeux ont été adaptés en Europe et aux États-Unis, sous les noms de Pokémon Bleu et Rouge, pourtant sortis bien avant la parution de ce creepypasta. Retour de la série des Final Fantasy, plus précisément de le 8, où vous incarnez Squall, un jeune homme un peu froid et réservé aux premiers abords. Et là, c'est plus une théorie qu'une légende. En fait, notre jeune héros serait mort à la fin du disque A, lorsqu'il se fait transpercer par un énorme pic de glace magique lancé par la sorcière Edea, qui fera tomber Squall dans le vide, une chute mortelle selon certains. Et c'est là que commence la fameuse théorie qui raconte que toute la suite des événements du jeu font partie d'un dernier rêve que le jeune homme fait en se dirigeant petit à petit vers la mort. Il s'imagine au cœur de plusieurs événements et s'interroge comme jamais il n'aurait osé le faire lors de son vivant, étant donné le côté introverti de sa personnalité. Sur les différents forums Final Fantasy que j'ai consultés, les débats sont très animés à ce sujet et les avis sont partagés. Alors ceux qui ont joué au jeu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'était en 1981, la société Sinnoh lance la sortie de Polybus sur borne d'arcade. Il existe très peu d'informations sur ce jeu, en effet il ne serait resté qu'à peine un mois disponible dans les salles d'arcade. Mais le plus étrange, ce sont des témoignages de personnes qui auraient joué à ce jeu, et qui auraient souffert d'amnésie passagère, de crises d'épilepsie, d'insomnie, d'apparitions de messages subliminaux, de grosses dépendances au jeu, ou carrément à l'opposé un sentiment de rejet total de n'importe quel jeu vidéo. Certains disent qu'ils auraient fréquemment aperçu des hommes en noir venus récolter les données des bornes de Polybus sans toucher aux réserves d'argent, ce qui laisse à penser que ce jeu serait le cœur d'une expérience gouvernementale visant à manipuler et tester la population. À l'heure d'aujourd'hui, la moindre borne officielle ainsi que le code original du jeu sont toujours introuvables, bien que de nombreux développeurs aient tenté de créer une copie sur base des témoignages, mais sans pour autant réussir à provoquer les symptômes ressentis à l'époque. Et je termine sur la traduction du nom de la société de développement Sinnoh, qui est de l'allemand, et en français veut dire suppression de sens.
Je suis certain que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler de Herobrine dans le célèbre jeu Minecraft. Ce dernier serait le fantôme du frère décédé de Notch, le créateur du jeu. Il aurait tendance à s'inviter dans une partie sous une forme humaine ressemblant très fort au skin de base, et à tourmenter le joueur en se téléportant juste derrière lui, en apparaissant loin et fuyant dès que le joueur l'approche, en posant des panneaux où il y inscrit des messages tous plus angoissants les uns que les autres, ou encore en attaquant et tuant le joueur dans des endroits très sombres. L'histoire est arrivée aux oreilles de Notch qui a répondu publiquement qu'il n'y a pas d'Herobrine dans Minecraft et qu'il n'a pas de frère mort, mais qui, depuis la version 1.6.6 du jeu, ajoute parfois dans les notes de mise à jour que Herobrine était retiré du jeu comme s'il se réinvitait lui-même dans Minecraft. Alors, que faut-il en penser? Déjà que Notch a le sens de l'humour, et que si un jour vous croisez vous-même Herobrine dans l'une de vos aventures, c'est que vous avez certainement installé un mod, donc pas de panique. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée les amis, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez pensé de ces petites histoires dans les commentaires. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Vous avez le partage pour faire connaître aux copains. Et si ce n'est pas encore fait, l'abonnement pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira comme d'habitude vendredi prochain à 19h précise. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao!